Bonsoir à toutes et à tous, je suis Gilles je dirige l'Institut K2. Merci d'être venus si nombreux ce soir à l'Institut K2. Il faut dire que la rencontre est singulière et exceptionnelle. À l'occasion de la sortie de son premier roman, Sale menteuse, nous recevons John Waters, le légendaire réalisateur, scénariste, comédien et écrivain. Nous avons tous en mémoire divine son actrice fétiche, ses films Pink Flamingos, Family Trouble, Cry Baby, entre autres, autant de films cultes de la culture underground, Cruel et Trash. L'an passé, les éditions Impulsion ont publié Monsieur Je sais tout de John Waters, évoquer sa vie et son parcours créatif, transgressif, avec la liberté de ton et l'humour corrosif qui le caractérise. Aujourd'hui, les éditions Gaïa publient Sale menteuse, un roman déjanté, rocambolesque, dont l'héroïne principale, Marsha Spraker, est menteuse, voleuse et arnaqueuse. Dans le dernier numéro de Trois couleurs, le journal cinéphile défricheur engagé de K2, vous pourrez lire l'excellente interview de John Waters par Quentin Grosset, qui est journaliste. Ce soir, pour s'entretenir avec John Waters, nous avons le plaisir et le privilège de recevoir l'écrivaine et critique de cinéma Hélène Frappa, qui vient de signer chez Actes un récit éblouissant, Trois femmes disparaissent, qui évoque les destins de trois comédiennes, T.P. Enron, Melanie Griffiths et Dakota Johnson. Ce soir, dialogue donc une écrivaine et un écrivain. La conversation durera 1 heure. Vous pourrez ensuite poser vos questions pendant 30 minutes. Puis John Waters signera ses livres et pourra sortir par les portes du haut pour récupérer les livres que vous avez éventuellement commandés ou pour les acheter. Avant de leur donner la parole, je voudrais remercier nos intervenants et je voudrais vous dire la réponse de John Waters à la question de Quentin Grosset. Voyez-vous sa menteuse comme une quête de vérité? Je serais plus humble que ça en disant que mon livre dit la vérité et la vérité est parfois plus intéressante que le mensonge. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je veux dire que la traduction et l'interprétariat, c'est assuré par l'excellente Marguerite Capel. Anybody steal anything? Bonsoir, est-ce que le son est bon là? Plus fort? Moi. Vous m'entendez bien? Ok, il faut... Testing 1, 2, 3, Yes. 4. 6 fuzzy beavers quickly jumped the narrow gap out of every different delta. Je ne vais pas traduire cette comptine, mais je teste quand même le niveau de son. Bonsoir, donc moi je suis très honorée de présenter ce soir la rencontre avec un de mes cinéastes préférés, désormais un de mes romanciers préférés, John Waters. Donc on est ici pour parler de la publication de son premier roman aux éditions Gaïa, Sale menteuse, magnifiquement traduit par Laure Manceau. La rencontre donc sera traduite par Marguerite Capel, qui est également une très grande traductrice. Alors, comment commencer? Je vais commencer en vous parlant de ce roman parce que ce qu'on ne sait pas peut-être suffisamment, c'est que depuis le début, depuis ses tout premiers films, John Waters est un auteur, au sens où il est l'auteur des scénarios et des dialogues brillantissimes, absolument sublimes de tous ces films, et que donc c'est pas entièrement une surprise qu'il se soit transformé en romancier. Alors, Sale menteuse est sous-titrée une romance feel bad, ce qui m'a aussitôt fait penser à ce que John Waters disait de sa découverte il y a quelques décennies en compagnie de Divine, des films de Ingmar Bergman, qui à l'époque à Baltimore passaient dans des cinémas plutôt crades, pas du tout des cinémas art et essai. Et donc sous LSD, il adorait voir ces films parce que c'était des feel bad movies. Donc j'ai vu une sorte de filiation assez belle en fait entre ce souvenir et ce sous-titre. Donc Sale menteuse, c'est un roman
absolument magnifique, un très très beau livre, dont le personnage principal, à part le personnage dont on va parler, je pense, mais qui revient dans tous les films de John Waters, c'est-à-dire sa ville, Baltimore, et je pense qu'on parlera de ce qu'on peut appeler, à mon avis, une école de Baltimore. Donc, à part ce personnage omniprésent, le personnage, c'est une lignée de 3 femmes. Donc, il y a la grand-mère, Adora, sa fille, Masha, et sa petite fille, Poppy. Alors, pour vous donner... je sens que mes feuilles vont tomber. Pour vous donner une idée... pour vous donner juste une idée du rapport à la filiation qui est celui de ce roman, je vais vous lire un petit moment de la voix intérieure de Marsha. Marsha bouillonne intérieurement. Mais qu'est-ce qu'il regarde, ce petit morveux? Donc c'est un bébé dans un bus. Tous les enfants ne sont-ils pas de maudits envahisseurs déterminés à vous déchirer les parties intimes comme l'a fait sa propre fille? Les bébés sont l'œuvre de Satan. Tous. La petite Jessica tombée dans un puits, le bébé Lindbergh, et même le petit Jésus. Et maintenant cet imbécile de gros bébé qui la nargue. Donc Marsha, c'est la sale menteuse du titre. Je pense qu'on reviendra sur l'expression américaine. Elle a décidé que plus rien, presque plus rien, ne rentrerait dans ses orifices, à part peut-être quelques crackers de luxe, et qu'il n'en sortirait que le minimum syndical de merde et le maximum de mensonges. Marsha, c'est une voleuse et une menteuse. Elle vole les bagages à l'aéroport de Baltimore. Elle change de perruque et de carte d'identité plus souvent que son ancêtre hitchcockienne Marnie. Elle déteste les hommes autant que Marnie et elle a autant de bonnes raisons que Marnie de se venger d'eux. Marsha ment pour se sentir jolie, elle ment pour ne pas s'ennuyer, elle ment pour se venger, elle ment pour faire du sport, elle ment pour combattre la médiocrité, la laideur, la tristesse. Elle ment pour que toutes les fictions qui sortent par sa bouche lui fassent oublier le seul mensonge qui l'écrase, qui l'inquiète. Elle vole pour que le contenu d'innombrables bagages lui fasse oublier le vol qu'elle a subi autrefois et que le lecteur va découvrir à l'issue de cette tragicomédie en 3 actes. Alors, vous avez dit dans une interview, vous avez dit souvent qu'au fond, vos films ou vos livres, et celui-là ne fait pas exception, étaient construits sur un modèle assez archétypal, voire cliché, le modèle des 3 actes, qui commence par les personnages ont quelque chose. Alors ici, ils ont des valises, des mensonges, des projets, essentiellement baiser et se faire baiser, une bouche et une bite en état de marche au début du livre. Une bouche qui débite des mensonges et au début du livre, une bite hétéro qui donc désire une chatte. Acte 2. Les personnages vont tout perdre. Ils perdent donc le fric, ils perdent les mensonges, ils perdent le sexe, un sexe et une bouche en état de marche. Acte 3. Ils vont récupérer tout ça, mais très différemment du début. Et au passage, pour vous citer la structure des livres et des films, ils vont les récupérer en apprenant quelque chose. Alors, cette structure, qui est extrêmement classique finalement, elle est pervertie donc par les personnages. Donc, les personnages, on va en parler. Mais moi, la première question que j'aimerais vous poser, c'est que Marsha donc, est une voleuse et une menteuse, qui fait partie littéralement de la job description de l'écrivain, qui est littéralement lui-même un voleur et un menteur. Donc j'aimerais qu'on parle de là, et puis moi de ce qui m'a frappé, de ce qui fait vraiment la force littéraire géniale de ce livre, qui était déjà présente dans vos films, mais qui là, dans la forme romanesque, se transforme, qui est l'inventivité du langage. Well, thank you. Did you say, well, are all writers thieves? In a way, I don't know anybody that's really like Marsha, but I do know somebody that stole flight attendants' pocketbooks on an airplane.
And I do know somebody that I don't know that stole. I know someone that knew somebody that stole suitcases once. He found his girlfriend had stolen suitcases at the airport. And they were in the attic. So that was the only thing that had any moment of truth in it. And I exaggerated. So did I steal? Well, I stole something I heard in reality. That's why writers are always spying on people and listening and eavesdropping and reading newspapers and doing all the things to get ideas that then they can exaggerate and change and make either funny or sad or bring the reader out of his house or her house or them's house into the world that you have set up, where I have a moral standard and it stays to that moral standard even if it's twisted. Alors, merci. Je crois que votre question, donc votre suggestion est de dire que tous les écrivains seraient des voleurs. Moi, je ne connais pas forcément de personnes qui ressemblent à Marcha, d'écrivains qui ressemblent à Marcha, mais j'ai connu quelqu'un qui faisait les poches des hôtesses de l'air et des stewards à bord des avions. J'ai connu quelqu'un qui volait les valises, ou en tout cas dont la copine avait déjà volé les valises dans un aéroport. Donc en fait, moi, ce que je prends, c'est des moments de la réalité que ensuite je vais exagérer. Ça ne signifie pas nécessairement que moi je vole des choses réelles, mais par contre ce que je vole, ce sont des moments de réalité. Et à partir de ça, je les exagère, je les transforme. C'est ça que font les écrivains. On est en permanence en fait en train de piquer des bouts de réalité, d'écouter ce qui se passe, de lire des journaux, etc. Et c'est ça qui va nous donner des idées qu'on va ensuite justement augmenter, exagérer, transformer pour en faire quelque chose de triste, quelque chose de drôle, quelque chose qui va entraîner le lecteur dans le monde qu'on a imaginé. Ça n'empêche pas d'avoir des règles morales, même si ces règles peuvent être un peu tordues. Je crois qu'il y a eu une mère de Baltimore qui piquait les coupons pour les pauvres, je crois, non, par ailleurs. Je crois, il y a une mère, dans une interview, vous parliez d'une des deux mères de Baltimore qui était une voleuse. Yes, we did have many crooked mayors involved. And one of them, they were so pitifully crooked. She stole gift cards to the poor. God, go after something big. And then she got a mink coat from somebody. And my friend said, well, I don't blame her. She had to have sex with him. So they went after low rent things. You know, if you're going to steal, still big. Don't steal a gift card. On a eu beaucoup effectivement de mères pourries à Baltimore, mais qui étaient en général corrompues d'une manière assez pathétique. Et effectivement, celle-là volait des cartes de vœux adressées aux pauvres, à la population pauvre. Donc, franchement, elle aurait pu viser plus haut quand même. Je crois qu'à un moment donné, elle avait un manteau de vison et qu'un copain disait elle a certainement dû coucher pour l'avoir. Donc, se félicitons-la quand même. Donc vraiment, c'était du vol à la petite semaine. Ils auraient pu quand même viser plus haut. Alors Marcha, elle, c'est quand même une voleuse d'envergure, mais il y a quelque chose que je trouve extrêmement beau dans son personnage, et pour continuer à la relier à ce que font les écrivains, c'est qu'en fait, le plaisir qu'elle prend à mentir et à voler, c'est le plaisir de la croyance, c'est-à-dire elle aime qu'on la croie. Et je pense à plusieurs scènes, c'est ça en fait, c'est ça qu'elle gagne en fait, plus encore que les contenus des valises qui sont totalement minables, puisqu'elle vole, enfin voilà, la plupart du temps c'est vraiment des fringues merdiques qu'elle met comme ça pour s'échapper. Mais ce qu'elle aime, et je pense notamment à une scène géniale où elle se retrouve dans une voiture avec une famille, notamment deux gosses complètement insupportables, ce qu'elle aime c'est ce moment où elle est crue. Alors moi, ce que je trouve extraordinaire dans ce livre et dans tous vos films, c'est la manière dont vous produisez de la croyance, c'est-à-dire, y compris avec des personnages, et on reviendra, on va reparler, je pense, des personnages qu'ont interprété Divine, cet immense acteur shakespearien, je trouve que c'est un grand acteur shakespearien. C'est la croyance absolue dans chacun des personnages, là, y compris avec des tenues extravagantes, y compris dans des situations apparemment extravagantes. Il y a cette idée de la croyance que je trouve extrêmement belle, extrêmement touchante, et
qui donne d'ailleurs quelque chose d'extrêmement, une émotion très forte quand on vous lit. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de ça, de produire de la croyance? Well, I create, all my women characters are in control. They're nobody's victims, ever. And Marcia likes anarchy because she likes to be the only person in control. She likes to cause trouble. She doesn't like anything competing with her. She hates music because it competes with her. She hates art because it competes with her. She hates her daughter because she hates her mother because her mother likes dogs more than she liked her as a child. And she hates her daughter because her daughter is addicted to trampoline jumping, so she's in a cult of people that have to keep moving her whole life. And she hates her husband because that's why she hates sex. He got her pregnant in a terrible, terrible way. That's so terrible, it's kind of funny. But that's the thin line I'm trying to always walk. To create a universe where it is believable these things could happen, but not all at once, not so many things in one day. I'm trying to parody a narrative even by having something happens in every sentence, really, to make the plot go forward. If that one review said it was exhausting, it is. It was exhausting to write. And it will really be an exhausting movie if I ever make one. So I'm just trying to keep it moving. You know, I want my audience to love being with characters that I've written that they would not like to be with in real life. And Divine, I mean, Divine in Pink Flamingos, I don't know, she was a strong woman. She wasn't doing anything wrong, really, she was challenged. Marcia is the heroine. She's always doing something wrong. But at the same way, in her mind, she is morally correct. And that's what always fascinates me. People that believe they're normal, that act insane. And I think all my characters are that way. And I like to see people's neuroses. I like to watch people behavior that I can't understand. And that's why I never want to, people say, I want to feel good when I read a book. I already feel good. I want to feel bad after I read it. Oh my God, look how these people live their lives. I want to bring those lives to you that I can imagine in a way that it's really great. My job is to think up fucked up things every day. That's my job. I go to work to do that. So I'm so lucky that people around the world like you let me do it. Thank you. Thank you. You're the filthiest people alive, not me. Tous les personnages féminins, en fait, contrôlent leur vie. Aucun des personnages n'est jamais une victime. Et Marcia, en particulier, elle aime l'anarchie parce qu'elle aimerait être la seule à garder le contrôle des choses. Effectivement, elle déteste toute idée d'avoir de la concurrence. Elle n'aime même pas la musique parce que ça lui fait concurrence. Elle n'aime pas l'art parce que ça lui fait concurrence. Elle déteste aussi sa fille. Elle déteste sa mère parce que sa mère préférait les chiens quand elle était petite. Elle déteste aussi sa fille parce que sa fille, elle est addict au trampoline et elle fait partie d'une secte de gens qui ont besoin de rebondir en permanence. Elle déteste aussi son mari parce qu'elle déteste le sexe et que le sexe avec son mari l'a conduit à tomber enceinte dans des circonstances tout à fait atroces, tellement atroces qu'elles sont même assez rigolotes. Donc j'aime marcher en fait toujours sur cette espèce de ligne assez mince parce que l'objectif c'est que je ne raconte que des choses qui sont tout à fait crédibles, sauf que ce qui n'est pas crédible en fait c'est que tout arrive en même temps, dans une seule journée au personnage. En fait, c'est vraiment une sorte de parodie de récit, c'est-à-dire que quand j'écris, je veux que dans chaque phrase, il se passe quelque chose, que chaque phrase fasse avancer l'intrigue, qu'il s'y passe quelque chose de nouveau. Il y a un critique qui a écrit que mon bouquin était épuisant. Et il était tout à fait épuisant à écrire aussi, parce que justement, il faut qu'il se passe tout le temps quelque chose. Et je pense qu'un film serait tout à fait épuisant. Mais le but, c'est que les lecteurs prennent du plaisir à passer du temps avec des personnages qui, dans la vraie vie, effectivement, n'ont aucun plaisir à fréquenter. Et pour revenir au personnage qu'a joué Divine, dont on va parler tout à l'heure, dans Pink Flamingos, elle jouait une femme qui était forte, qui ne faisait rien de mal en réalité, qui était juste confrontée à des situations difficiles.
Marsha, au contraire, elle est tout le temps en train de faire des choses mal, elle est en train de mal se comporter, de mal agir, sauf que dans sa tête, tout est normal. Elle trouve ça complètement logique de se comporter comme ça. Et moi, ça m'intéresse énormément les gens qui se comportent comme des dingues, mais qui sont persuadés qu'ils sont normaux. C'est quelque chose que je trouve tout à fait fascinant d'observer les névroses des gens, des névroses que je suis en mesure de comprendre. Et c'est ça que je trouve intéressant en fait à offrir aux lecteurs aussi. Ça s'appelle une feel bad romance. Moi, j'aime pas les feel good books, j'aime pas les livres qui sont censés vous faire vous sentir bien. Je me sens déjà bien, j'ai pas besoin de ça pour ça. Au contraire, ce qui m'amuse beaucoup, c'est de me sentir mal en voyant à quel point ces gens ont des vies complètement tarées. C'est pour ça que mon travail est le meilleur du monde, puisque je passe mon temps à imaginer des trucs complètement tordus, et tout ça c'est grâce à vous, donc merci d'être là, et c'est vous qui avez l'esprit complètement tordu, c'est pas moi. La clé, je pense, une des clés possibles de ça, c'est l'absence totale de jugement, qui est la base en réalité de la littérature, enfin de la vraie littérature, c'est-à-dire qu'il est impossible qu'un écrivain juge ses personnages. Ça passe pas de la même manière, c'est ça que je trouve hyper intéressant, dans vos films et dans le livre. C'est-à-dire que là, ce qui est très fort, très beau littérairement parlant, c'est la manière dont l'auteur met le lecteur dans les voies intérieures de chaque personnage. Alors je me disais que dans tous vos films, peut-être qu'une des expressions de la voix intérieure, une des formes de narrateur un peu secret, invisible, c'est la musique. Il me semble qu'on pourrait dire que dans tous vos films, au fond, la musique est aussi un narrateur, et elle est cette voix intérieure que d'ailleurs chaque être humain connaît bien, puisque je pense qu'au fond c'est quelque chose de très humain d'avoir en permanence soit la musique d'une voix intérieure, soit d'être lié dans l'existence à des morceaux de musique qui vont faire sens pour chacun. Ici, il me semble que ce que vous trouvez, et c'est ça qui est très fort d'un point de vue littéraire, et qui a à voir avec, pour employer un terme que Jeanne Moreau avait employé à propos de vos films très justement il y a longtemps, qui a à voir avec la poésie du texte, pour moi, de Sale menteuse, c'est cette manière dont vous passez vraiment avec une fluidité totale d'une voix intérieure à un autre, et que faisant, vous disiez tout à l'heure, les écrivains sont des espions, je confirme, c'est-à-dire en fait ils sont des télépathes, ils rentrent dans la tête de quelqu'un. Et là on est dans la tête de Marsha, complètement, et dans la tête, on est dans la tête aussi de Daryl, on va même être dans la bite de Daryl, puisqu'il va à un moment se scinder en deux, ce personnage, enfin, ça on va en reparler je pense, voilà, donc cette question-là de la voix intérieure et aussi de la musique. Well, in a movie, you can only show or have someone say something. In a book, they can think it, there can be backstory. But in this book, a man has a talking penis, but his penis turns gay, but his mind is straight. That's not bisexual. That's a war. When half a no means no, is it no? And so I'm trying to imagine what it would be like if part of your body came out when you were straight. What do, you know? And I'm trying to, all sex in my books, in movies, is ridiculous. I don't think anybody's ever masturbated watching one of my movies. Or they're in real trouble, real trouble. So to me, Marsha is the perfect reason to hate sex, because something happened to her ludicrously sex. But I think she doesn't like sex because she didn't think it up. If she had thought it up, she would like it. Same way, all she eats is crackers, so she can fire out tiny pellets of shit and never have to wait. That's control. She wants to take over nature. You know, she doesn't want, she's offended that she has to eliminate. And I am too. I resent every day I have to do that. I don't find it natural. It's something that I have to do. And you should never do it anywhere but home.
C'est le côté Marsha All this Stewart. thing Marsha about Stewart. restrooms for everybody. No one should ever take a shit outside their home. Plan ahead. Go home if you have to do it. I think Marcia would agree with me. Dans les films, on peut seulement en fait, montrer les choses ou dire les choses, alors que dans un livre, effectivement, on peut montrer une histoire aussi parallèle de ce qui se passe en fait à l'intérieur des personnages. Les personnages peuvent aussi avoir des pensées. Et effectivement, dans ce livre-là, il y a un pénis qui parle à un moment, et en fait, ce pénis va devenir gay, alors que dans sa tête, le personnage à qui appartient le pénis, lui, est hétéro. Donc là, c'est même pas de la bisexualité, c'est carrément un conflit ouvert. Hein. Je veux dire, quand la moitié de vous dit non, est-ce que ça veut vraiment dire non si l'autre moitié finalement pense que oui. Je me suis dit que c'était assez rigolo d'imaginer ce qui pouvait se passer si vous êtes hétéro et qu'une partie de votre corps fait son coming out. Dans les films aussi que j'ai réalisés, les scènes de sexe sont toujours complètement absurdes. Je pense que personne ne s'est jamais masturbé devant un des films, ou alors c'est que cette personne a un grave problème. Quant à Marsha, elle déteste le sexe pour un tas de bonnes raisons, avec très bonnes raisons, parce que justement pour la manière dont ça a pu se passer pour elle. Mais je crois qu'elle déteste surtout le sexe parce qu'elle n'a pas inventé le sexe. Je pense que si c'était elle qui avait eu cette idée, elle trouverait ça formidable. Et par ailleurs, elle ne mange effectivement que des crackers parce que ça lui permet ensuite de chier des petites boulettes de merde bien limitées. Et ça lui permet donc de contrôler, encore une fois, la situation. C'est sa manière, en fait, de dominer la nature, parce qu'en fait, elle est scandalisée de devoir éliminer de cette contrainte-là. Donc, c'est une manière pour elle de ne pas avoir à attendre. Moi aussi, d'ailleurs, je suis scandalisée. Je ne trouve pas ça naturel du tout de chier. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne doit faire ça que chez soi. Le principe des toilettes publiques, c'est n'importe quoi. Prévoyez votre coup et débrouillez-vous, vous rentrez chez vous. On ne devrait pas chier ailleurs que chez soi. Alors, il y a un autre personnage qui est scandalisé dans le livre. C'est l'esclave, enfin, on pourrait dire la boniche de Marsha, qui est donc Daryl. Donc un type qui est fou amoureux de Marsha et qu'elle fait bosser donc, jour et nuit comme son esclave. Il l'aide notamment à faire son arnaque dans les aéroports et à piquer les bagages. Et il a comme salaire le droit de baiser avec Marsha une fois par an uniquement. Donc quand le roman commence, c'est payday, enfin c'est le jour de son salaire arrive. Et évidemment, les choses ne vont pas se passer exactement comme ça. Alors, il y a effectivement ce moment comment dire, tout va dérailler. Et je voudrais juste vous lire, puisque donc John Waters faisait allusion à ce moment où ce personnage de Daryl va se scinder en deux et va être au-dessus de la ceinture, donc toujours hétéro, tandis que son sexe, lui, va vouloir baiser avec tous les mecs qui passent. Et donc on en arrive à une question qui est, je cite le livre, la question géographique du consentement, qui était encore une manière dont on n'avait encore jamais posé la question du consentement sur un mode géographique. Et donc je vais vous lire simplement pour vous donner une petite idée quand même de ce texte génial. Donc à un moment où Daryl donc se retrouve dans un train et il va donc rencontrer, ou plutôt son sexe va flasher sur le contrôleur du train qui va l'entraîner donc dans les chiottes du train. Daryl coince un de ses pieds contre le chambranle de la porte des toilettes, mais Richard c'est le sexe de Daryl, est déjà à moitié à l'intérieur avec Al le contrôleur. Et là, ça y est, Daryl le sent. Il y a une bouche d'homme autour de son engin. Ensuite, l'effet râpeux de la moustache naissante, les lèvres rêches, et enfin la salive salée pleine de testostérone, alors qu'il la voudrait bourrée d'estrogène. Un bondisseur gay peut-il faire une pipe à un vibreur homo dirigé par un bondisseur hétéro? Personne n'oserait parler de plan à trois, tant la confusion est grande au niveau du consentement.
Daryl jette un coup d'œil par-dessus son épaule et voit tous les passagers du wagon, les sauteurs, les vibreurs, les handicapés du mouvement, captivés par cet intense dilemme sexuel. À présent, chacun devra répondre à la question à $1 million. Est-ce que non veut dire non quand seule la moitié d'une personne n'est pas d'accord? Alors dans la série, je dirais presque à la Ovide, je pense aux métamorphoses d'Ovide, il y a un personnage que j'adore aussi, qui est un personnage un chien. Donc la grand-mère, elle est chirurgienne esthétique, enfin un peu amateur, mais chirurgienne esthétique pour chiens. Donc elle lifte et comment dirais-je, elle transforme les chiens parce qu'il y a cette idée que le maître, très riche évidemment du chien, se sent rajeunir si son chien du maître a été lifté. Et voilà qu'à la suite de mes aventures, que je ne vous raconterai pas parce qu'il faut absolument que vous lisiez le livre, le chien en question va devenir ce qu'on pourrait appeler dog to cat, donc un chien vers chat, enfin, moi j'appellerais ça comme ça, donc un chien qui devient un chat. Alors, et retour, parce qu'après il va aussi redevenir un chien, mais voilà. That's complicated, yeah, and I don't want to do any spoiler alerts, but Daryl's penis, once it turns gay, Daryl is still after women, and the penis says, "You pig, stop acting like a pig man," and then goes around and sticks his own dick up his ass to show him what it feels like. So he gets payback. And the dog, to me, the dog is named Surprise with a Z, and Surprise has been so altered with cosmetic surgery that she can't go out or anything. Because another dog, they show a mirror what the dog looks like, and the dog commits suicide when he sees it. So, but it's not so far-fetched. They have now, if you have your dog neutered and you have his balls removed, you can buy these things called nudicles that you put on so they look like your dog has balls, so people won't think you did that. And I'm not making that up. That really is true. So, next could be pet surgery. I believe it will start in Los Angeles. And I think it's going to happen. I believe it's probably already happened. It won't be surprising. Now, can a dog transition into a pet, into a cat? Why not? Why not? The dog can think he's a cat, and we have to accept that and give the dog and the cat now conditional love. And I think everybody can change back and forth eventually. And I'm just trying to imagine what's next. What's next in the confusing world of gender today. And it is confusing to everybody. It used to be now all my friends that are my age that have children that are trans, now they say, can't you just be gay? Who would have ever thought that would happen in a lifetime? It's a new issue and they're trying to be understanding. So everybody has to understand everything. So in the book, I am pushing that, definitely, for humor. But I believe in all the politically correct stuff. I just don't believe in being self-righteous. Alors c'est compliqué, effectivement, je ne veux surtout pas gâcher le livre, mais effectivement, une fois le pénis de Daryl devenu gay, lui continue à courir après les filles et à un moment donné, donc son pénis va lui dire mais t'es vraiment un porc, arrête de faire ça, et pour lui rendre la monnaie de sa pièce et lui montrer un peu, il va justement lui coller donc sa propre bite dans le cul, pour lui montrer ce que ça fait. Quant au chien, il s'appelle Surprise, avec un Z. Et c'est un chien qui a été tellement modifié qu'on ne peut même plus le laisser sortir. Un autre chien qui a subi autant d'opérations en se voyant dans le miroir a commis, s'est suicidé en fait. Donc ce chien est complètement modifié, mais c'est pas si éloigné que ça de la réalité. Aujourd'hui, par exemple, si votre chien est castré, vous pouvez acheter de faux testicules pour faire croire que vous n'avez pas castré votre chien. C'est vraiment quelque chose qui existe. Je n'ai pas inventé, vous pouvez lui mettre de faux testicules, des imitations. Donc la suite, on peut tout à fait imaginer que ce soit effectivement de la chirurgie pour les animaux. Je suis persuadée dans ce cas-là que ça commencera à Los Angeles et que ça a sûrement déjà commencé d'ailleurs. Donc pourquoi pas imaginer effectivement un chien
qui ferait sa transition pour devenir un chat, après tout. Si un chien se voit comme un chat, se considère comme un chat, eh bien il en a le droit, il mérite un amour inconditionnel. Et tout le monde, en fait, peut être concerné par une transition dans un sens puis dans l'autre, d'ailleurs. Et donc, j'avais un peu envie de me demander qu'est-ce qui se passera ensuite dans ce monde de plus en plus complexe et confus du genre aujourd'hui, où vraiment on est tous un petit peu perdus. Hein. J'ai des amis même de mon âge, des amis trans qui disent mais on ne peut pas juste se contenter d'être gay, qui disent en fait que c'est très compliqué aujourd'hui. Et donc en fait dans le livre je cherche à pousser ça évidemment encore plus loin, parce que ce qui m'intéresse c'est de comprendre toute cette confusion-là, mais par contre je ne peux pas me draper dans ma bonne morale ou faire celui qui a tout compris. Oui, je pense que, enfin, pour moi, la seule confusion, à vrai dire, de notre époque, c'est plutôt, pour vous citer page 94, c'est toujours un choc de découvrir un gay ayant des préjugés contre une minorité. C'est plutôt ça, finalement. Yes, they can. Certainly there is one, yeah. There are different classes, certainly, in gay world. The first time I went to a gay bar, I thought I might be queer, but I'm not this. I was looking for a beatnik bar. I wasn't looking, it was too square, you know. So every kind of bar, I don't think any minority is enough. I think gay is a good start, but it's not enough. It then has to get great about it with something you do with being gay to change it and make it more accessible or make it different or make it more acceptable or make it more radical. Any of that is interesting to me. And so, sure, gay people can be prejudiced against gay people. They had a march. What was the march they had in London that was funny? It was all hip gay people, and it was the anti-gay pride march, but they were making fun of it, and then it turned into the anti-pope march, so it was pretty funny. But so, I think you can, I've always made fun of the rules that outsider worlds live in. I don't make so much fun of the rules we rebelled from our parents. I make fun of the new rules that we live by in our maybe artistic community or our gay community. And there's just as many rules these days. So I think it's important to make fun of yourself, and then you can make fun of all rules. And I think all rules are allowed to be made fun of, even ones I believe in. And this book, I think, does that to a way of trying to make fun, like, what is political correctness today? And I think this book is politically correct. You know, I invented a whole new minority of people that are addicted to trampolines. And they only feel happy when they're bouncing up and down, so they have their cars or like that, everything. They live bouncing up and down. And people turn against them on the street, stop bouncing, you know. And so that's never really going to happen. But I love the idea of thinking a new prejudice in the most ridiculous way that can make fun of all prejudice that way. If you can make fun of a new prejudice, maybe you'll realize the dumbness of any prejudice that you already have is. And you always inherit a little bit of it from your parents, a little bit of something you want to get rid of. And so if you can identify that in yourself, maybe you can get rid of it. And if you can laugh about it to yourself, laugh at yourself. You think you're so unprejudiced, but who knows if everybody deep down there's some things that you really thought that was a racist thought. So by inventing a new minority that there's no such thing and imagining people hating them is in a way confronting all prejudice, I hope. Oui, donc effectivement, il peut y avoir des préjugés aussi dans le monde gay. Déjà, il y a différentes classes sociales dans le monde gay. Moi-même, la première fois que je suis entrée dans un bar gay, j'avais un tas de préjugés sur ce à quoi c'était censé ressembler. Être gay, c'est un point de départ, mais ça suffit pas. La question, c'est ce qu'on en fait. Et que vous décidiez d'être un gay très acceptable et convenable, ou au contraire d'avoir une vision plus radicale, de défendre les droits, etc. Enfin, peu importe, tout peut être intéressant. Ce qui est certain, c'est que les préjugés, ils sont présents tout le temps. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de me moquer
des règles qui sont justement établies par les outsiders, c'est-à-dire pas de me moquer des règles contre lesquelles eux se sont opposés, qui pouvaient être celles de la société à laquelle ils se sont, contre laquelle ils se sont rebellés, mais des règles auto-imposées qui sont aussi très très nombreuses qu'on peut avoir dans la communauté gay, dans la communauté artistique, etc. C'est sur là-dessus en fait que je trouve intéressant d'avoir de l'autodérision et de me moquer de toutes ces règles-là, y compris celles d'ailleurs dont je suis moi-même convaincue, en lesquelles je crois moi-même. Et dans le livre, j'essaie de faire ça aussi, et je me moque du politiquement correct. Je crois que dans le livre est politiquement correct d'une certaine façon. J'y invente une nouvelle minorité, donc celle des adeptes du trampolinisme, qui sont tellement passionnés par le trampolisme qu'ils ont besoin de rebondir partout en permanence. Ils trouvent même moyen de rebondir dans leur voiture, etc. Pour pouvoir le faire partout, et puis les gens dans la rue les prennent du doigt, alors mais non, mais il faut que j'arrête de rebondir, ça va pas du tout. Donc j'imagine un nouveau préjugé contre cette minorité, et c'est une manière, encore une fois, de me moquer des préjugés en général, de faire sentir justement à quel point les préjugés peuvent être complètement idiots, et surtout à quel point on en a tous, on en mérite, on en a tout au fond de soi, on n'est pas toujours conscient justement parfois de cette petite idée raciste qui peut se nicher au fond de nous, et cette autodérision que j'essaie de créer en imaginant cette nouvelle minorité, et donc aussi cette nouvelle haine de cette minorité, ces nouveaux préjugés, c'est pour moi, je l'espère en tout cas, une manière de remettre en cause justement tous les préjugés. Il y a une chose que vous avez dite il y a longtemps, que j'avais lue, que j'avais trouvée vraiment bouleversante et enfin vraiment essentielle, et qu'on retrouve, je trouve, dans ce roman, c'est le fait que l'humour était un cheval de Troie. Alors moi, ça me fait penser à beaucoup de choses, peut-être à quelqu'un comme Todd Browning, à son film Freaks, qui est très proche, je trouve, de votre œuvre, au sens, il y a ce mélange, on pourrait dire, d'une forme d'ironie. Alors il faudrait définir, et ça, je pense que c'est passionnant, si vous pouviez définir comment on pourrait employer ce mot d'ironie, une ironie sans méchanceté, je précise, parce qu'il existe une ironie de l'antiphrase qui peut être méchante, mais d'une ironie sans méchanceté, et qui soit donc, l'humour, vous disiez, donc c'est un cheval de Troie, puisque c'est la seule manière de faire changer un opposant, voire un ennemi qui aurait ces préjugés-là, par exemple, d'avis. Moi, ce qui me frappe dans le livre, c'est que hilarant, et s'il doit être fatigant, bon, moi j'aime pas m'ennuyer, j'ai pas du tout trouvé ça fatigant, parce qu'on s'ennuie jamais, et à la limite, on est peut-être fatigué de rire en permanence, et en même temps, il y a une tendresse que je trouve très belle, en fait, et qui était celle, en fait, qu'il y a absolument dans tous vos films, et qui définit exactement cette tonalité, la manière dont vous arriviez, un peu d'une certaine manière, bon, ça n'a rien à voir, mais en quelque sorte, un grand cinéaste comme Blake Edwards arrivait à avoir deux tonalités totalement différentes en même temps. Vous arrivez dans un style qui n'est pas celui de Blake Edwards, mais à joindre comme ça deux tonalités qui seraient une tendresse totale, quelque chose vraiment qui peut être absolument bouleversant, et cet humour en même temps qui est la seule arme politique. Alors évidemment, c'est politically correct, au sens où, comme on dit aux États-Unis, et moi j'adhère à cette expression, c'est safe place, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être un fasciste, quoi, pour résumer. Évidemment, c'est dans ce sens-là. Mais en même temps, il y a cet humour, bon, j'arrête cette question, je répète en boucle, mais ce mélange de tendresse et d'humour que je trouve génial. Et qu'on trouve chez quelqu'un comme Cookie Muller, aussi bien dans Cookie Muller, dans ses livres, qu'on trouve aussi dans ce que peut dire Anne Goldin dans un film récent qui lui est consacré, quand elle dit que l'ironie l'a sauvée, en fait, qu'elle a été sauvée par ça. Well, I think in irony, in Pecker, I address that very much. At the end, she says, to the end of irony. Because in a way, irony is snobbery. Irony is like in Ukraine right now. Something so bad it's good. I don't know. Maybe not, you know, in times of terrible things going on. Irony is a conceit, and irony is mean in a way. Irony is looking down on somebody. But at the same time, I'm trying to be tender, because I do love all my characters. I do, even the worst ones I like, or I wouldn't spend 3 years with them. I'm thinking them up, and I dream about them when I'm writing. I think about them every day. So I'm never mean. I think I make fun of things I love, and I think that's why I've been able to last. It's fun. Mean is funny for 20 minutes, not 90. And it gets tiresome being mean, you know.
So I think with irony, I'm not so sure my films are ironic. I think I am pretty genuine in debating why people act the way they do, but I generally think that my characters, I asked you to like them. I asked you not to judge them. And if I wasn't a filmmaker and a writer, I would be a defense lawyer or a psychiatrist. And I'd be pretty good. Yeah. Best thing a psychiatrist ever said to me was, "Stop trying to make me like you." What a great line. So I believe in psychiatry, and I always thought, suppose I never could make any of these movies or write this book and get all these lunatic ideas. I'd be in prison for life, probably, because this is a way to get them all out. And I make a living from it. I'm not hurting anybody. Hopefully I'm helping people. But if I did them all, it would be pretty terrible. So maybe that is a psychiatric release, creativity in some way. To imagine the best and the worst and the craziest every day is exciting, and there's no irony in that, I don't think. Yeah. Non, il faut distinguer, je pense, l'humour de l'ironie. Humor and irony, well, ironic can be funny, definitely. But humor to me is I'm always asking you to laugh with me. I'm not asking you to laugh at anything except Donald Trump. Then I'm mean, because he ruined bad taste. He really did. Never funny ever again. But so I think that humor to work has to ask the audience to join you in celebrating people you can't understand, or that maybe win when they shouldn't win, or act crazy when you think, oh, why are you doing that? You see destructive behavior, but you still love the person. So I think I'm just asking you not to judge people when you don't know the whole story. And I think everyone's born innocent. I think the worst thing the Catholic Church tells children is you're born guilty. What a terrible thing to tell a child. So I think you're born the opposite. I think people make you guilty by fucking you up. And I was lucky. I was dealt a loving hand. My parents who were horrified by the movies. Thank God my parents were alive to read this book. Thank God, really. And but they tried, so I was lucky. So I'm just saying that we always have to not judge. We don't know people's stories, and everybody has some story. And that's all I'm asking you, not to really judge people. Even though Marcia is the worst judge of all, but maybe in a way, in a comic way, I guess I'm saying that. Maybe a shrink could look through this book and say lots, I guess, yeah. Alors, l'ironie, j'en parle à la fin de Becker, il y a un toast qui est porté à la fin de l'ironie, en fait. Pour moi, l'ironie, c'est plutôt le snobisme, en fait. Et c'est aussi, dans l'ironie, dans certaines situations, dire toujours que ce qui est terrible est forcément bien. On est aujourd'hui dans une situation, l'Ukraine, etc. En fait, c'est pas vrai. Et parfois, ça peut aussi être méprisant. Et c'est vrai que moi j'essaie toujours d'avoir aussi une forme de tendresse en fait, parce que mes personnages, je les aime en fait, sinon je passerais pas 3 ans en leur compagnie. Je rêve d'eux, je pense à eux tout le temps quand je suis en train d'écrire un livre. Et donc en fait, les choses dont je me moque sont des choses que j'aime, et il y a toujours cette tendresse-là. Parce que se moquer méchamment, c'est peut-être drôle 20 minutes, mais ça tient pas la distance de 90 minutes. Là, ça commence à devenir un peu ennuyeux. Et dans le, je sais pas si mes films peuvent vraiment être qualifiés d'ironie, parce qu'il y a toujours une forme de sincérité dans la manière dont j'interroge le comportement des gens. Et en fait, j'invite toujours le spectateur ou le lecteur, dans le cas du livre, à aimer les personnages. Et je pense que si je n'avais pas écrit ou si je n'avais pas été cinéaste, j'aurais probablement été avocat de la défense ou psy, et j'aurais été sans doute très bon là-dedans. Et la meilleure chose d'ailleurs que m'a sorti un jour un psy, c'était arrêtez d'essayer de faire en sorte que je vous aime, et arrêtez d'essayer de vous rendre aimable. Ce qui était une bonne phrase, il me semble, pour un psy. Et en fait, je pense que si je n'écrivais pas toutes ces choses-là, si j'avais pas la chance d'écrire, etc., de sortir en fait justement toutes ces choses de moi par l'écriture, peut-être que en fait je serais en
drôle aussi. J'ai la chance de pouvoir écrire tout ça, de pouvoir en vivre, peut-être que ça aide aussi des gens. Je crois vraiment dans une forme aussi de psychothérapie, de libération par la créativité. Le fait d'imaginer le pire et de l'écrire, c'est sans doute ça qui me libère, mais ça ne signifie pas nécessairement que c'est de l'ironie, parce que l'ironie peut être effectivement drôle, mais pour moi, l'humour, c'est d'inviter les gens à rire avec moi et jamais rire de quelqu'un, à l'exception de Donald Trump. On a le droit de rire de et contre Donald Trump, parce que lui, vraiment, on le déteste et il a ruiné pour nous le mauvais goût, qui ne sera plus jamais drôle à cause de lui. Mais l'humour, pour moi, pour fonctionner, c'est vraiment quelque chose qui doit demander aux spectateurs d'être du côté aussi des personnages qu'on regarde, d'essayer de comprendre en fait aussi la manière dont ils se comportent et surtout de ne pas les juger. Pour moi, on est tous nés innocents. C'est le grand mensonge de la religion catholique que de dire aux gamins qu'on est tous nés coupables. Ce sont les gens qui vous rendent coupables en vous foutant en l'air. La chance que j'ai eue, c'est moi d'avoir des parents aimants qui ne m'ont pas foutu en l'air. Heureusement, ils ne sont pas en vie pour lire ce livre aujourd'hui, mais ils ont vraiment fait de leur mieux. Donc vraiment, c'est pas un humour, en tout cas, c'est pas une ironie au sens de porter un jugement sur les gens. C'est pour moi, Marshall d'ailleurs, c'est peut-être effectivement quand même un personnage qui juge, mais justement, je pense qu'elle ferait bien rigoler un petit. Alors sur l'innocence, effectivement, c'est un terme très beau qui me refait penser d'ailleurs encore à Todd Browning, à ses personnages et aux personnages de Freaks qui sont vus avec cette innocence absolue. Alors effectivement, on pourrait dire que il y a un côté dégueulasse de cette théorie de ce mensonge, on peut dire, du péché originel, mais il y a aussi un côté complètement idiot qui est que ça ne permet pas, et à la différence de ce qu'on voit dans vos films et dans ce roman, de mesurer la profondeur, c'est-à-dire le mystère de l'être humain. En fait, je voudrais juste citer un petit passage de Notre-Dame des Fleurs, qui a été un livre très important de Jean Genet, très important pour vous, dans lequel vous avez trouvé donc le nom, vous avez rebaptisé littéralement donc Divine, cet acteur avec ce nom qui est repris donc de Divine, un des personnages principaux de Notre-Dame des Fleurs. Et à un moment, donc Divine parle des sirènes, et elle dit, elle rêve de cet endroit où la parenté entre leur corps et celui des marins finit. Où commence le mystère, se disent-elles. C'est alors qu'elle chante. Well, if we're talking about Genet, certainly, but Freaks, to me, when I was a teenager, we had a state fair here where I lived, and they had that freak show. It was almost exactly like that, really. Mostly it was the Octopus Boy and Monkey Man, but they were all just people that had deformities. You know, it was really horrible. But they worked shows every hour for like 14 hours a day. But I would follow them when they had off and just watch them walking around the carnival having a hot dog and sitting there and leaving their normal life. They were on stage to see the freak, but they came out afterwards. They had to get dinner. They had to walk around. They didn't have on their ridiculous costume, but they still were, quote, freaks. And that's what fascinated me. The real life of somebody that was on stage that was a freak, but off. They were the same person, but they turned it into showbiz. So I was always fascinated by the magic trick of showbiz. And when I was on the Howdy Doody show, which was the biggest television show in America in the 50s, but I saw it's all fake. There's 5 Howdy Doody pups. This is what I want to do for the rest of my life. So I knew that I wanted to be in show business in some way. And isn't everybody a freak in show business? Everybody in show business feels they're missing something. So they spend the life where strangers have to tell them they're good or not. So I think the people in show business are the most insecure people in the whole world. And I find that fascinating. I find that we all are freaks in a way. And
But it's a bond of freaks, just like being in the carnival, where they stick together and they understand each other. And I think that's comforting. Pour revenir sur Freaks, quand j'étais ado, il y avait une foire qui passait régulièrement dans le coin où j'ai vu des spectacles vraiment exactement comme dans Freaks, dans le film. C'était le garçon pieuvre ou ce genre de choses. C'était en fait que des gens qui évidemment avaient des difformités physiques, donc c'était assez atroce d'imaginer qu'ils faisaient un spectacle toutes les heures, pendant 14 heures par jour. Mais moi ce qui me fascinait, c'est que quand ils descendaient de scène et qu'ils enlevaient le costume ridicule, ils allaient dîner comme tout le monde, et ils étaient toujours des freaks, des monstres, ils avaient toujours leur difformité, mais en même temps ils avaient aussi une vie tout à fait réelle. Et c'est vraiment cette espèce de magie du showbiz, en fait, du spectacle, du monde du spectacle, que je trouvais fascinante, et que je trouvais fascinant aussi en regardant les programmes télé des années 50 où je voyais que tout était en carton-pâte, mais en même temps il y avait cette magie du showbiz, et j'ai vraiment su que c'était ça que je voulais faire, et je crois qu'en fait dans ce monde-là, on est tous des freaks, finalement, on est tous des monstres, et on a tous surtout des manques en nous, une forme d'insécurité, de complexe. En fait, on est les gens les plus complexés du monde, probablement, avec ce besoin justement de monter sur scène pour essayer de combler ces manques-là. Et c'est un endroit où les freaks, les monstres, peuvent trouver aussi de la compagnie, des gens qui sont comme eux et qui les comprennent exactement comme cette troupe à la foire de mon adolescence. Alors, vous parlez de Baltimore, vous voyez ces spectacles. Dans ce qui est, on retrouve, je le disais en commençant, comme personnage principal en arrière-plan du roman Votre ville. Il y a presque, alors pour les Français, enfin, il y a quelque chose de fascinant dans cette ville, Baltimore, que moi je trouve fascinante complètement d'un point de vue littéraire, puisque je rappelle que c'est la ville où est né Frank Zappa, qui n'est pas sans rapport, je pense d'ailleurs, avec votre œuvre. C'est la ville où est mort Edgar Poe. C'est la ville de deux grandes écrivaines comme Anne Tyler et Laura Lippman, que j'ai l'honneur d'ailleurs de traduire, et qui est la femme de David Simon lui-même, qui a écrit The Wire. C'est la ville de Hammett. C'était la ville évidemment de Divine, de Cookie Muller, et c'est la ville aussi d'une grande performeuse activiste trans, qui s'appelle Nathalie Wynne, et qui dans sa chaîne, elle a une chaîne YouTube qui s'appelle ContraPoints, disait Baltimore is the only city in America where when you tell people you live here, they ask why. C'est la seule ville où quand vous vivez là, on vous demande pourquoi. C'est la question aussi de la honte, en fait, la honte qui revient dans le titre de votre dernier film en date. C'est-à-dire cette ville finalement, pour reprendre, qui a retourné une sorte de stigmate en fait en fierté, qui a retourné cette sorte de honte. Alors dans le livre, ce qui est génial, c'est que c'est une sorte de road movie, en même pas de road movie, mais de course-poursuite en voiture au pluriel, parce qu'ils passent leur temps à piquer des voitures différentes, qui a je sais pas combien, j'ai pas compté de bagnoles. Mais donc, à l'occasion de ces géniales, puisque chaque personnage a une voiture différente, course-poursuite, on va croiser tous les territoires de Baltimore, que moi j'y suis jamais allée, mais j'ai l'impression de les connaître par la littérature et le cinéma. Et surtout, c'est un voyage géographique, mais historique, dans toutes les strates sociales, comment par exemple un supermarché pouvait être avant un supermarché très prolo, qui est devenu en même temps un peu plus chic, ou l'inverse, etc. Well, you're talking about different writers in Baltimore. Ann Tyler, who is my dear friend, and we're great friends, and we disagree on every book. Oh, she's my great friend. And she writes very much about normal people that live in Baltimore, right? In a beautiful way. We disagree on every book. We're great friends. We argue every book she likes. I don't like every one I like. I feel so bad when she has to read my books. But David Simon and Laura, I married them. I'm an ordained minister. I married them. And David presented me with the Writers Guild Lifetime Achievement Award, too, so I'm a huge fan. And Barry Levinson, who makes movies about aluminum siding salesmen and anti-Semitism in Baltimore. So everybody that writes or creates things about Baltimore writes about the eccentric part, the weird part.
And when we were growing up, Baltimore had a sense of shame, that we were a bad city. But then everybody started embracing everything they used against us, and then we got it back. And nobody better make fun of us. We can, but you can't. So I think we embraced what everything was negative about Baltimore and exaggerated it for humor. You know, they have a bumper sticker in Baltimore, but they tried. It says Baltimore, the best city in the world. And I thought, I like it, but you know, never been to Paris, you know. And I think they should have a bumper sticker that says The Wire. It's still like that. On parlait de différents écrivains et écrivaines. Anne Tyler, en fait, est une amie. Et on s'entend très bien, mais par contre, on est en désaccord sur absolument tous les livres qu'on lit. D'un point de vue littéraire, on n'aime jamais les mêmes livres. Elle écrit plutôt sur des genres normaux, pour le coup. Et j'ai été terrifiée quand elle m'a demandé, d'ailleurs, à lire mon livre, parce que vraiment, on n'est jamais d'accord. Quant à David Simon et Laura, en fait, c'est moi qui les ai mariés. J'ai le certificat, je peux marier les gens. Je suis un ministre pour marier les gens. Je ne sais plus comment dire en français, très américain. Mais en tout cas, c'est moi qui les ai mariés. Et par ailleurs, c'est David Simon qui m'a remis un prix aussi pour l'ensemble de ma carrière. Donc on se connaît vraiment très bien. Il y a aussi Barry Levinson, le cinéaste aussi, qui fait des films sur Baltimore. En fait, je crois que tous les créateurs et créatifs originaires de Baltimore ont à un moment donné exploré justement cette partie excentrique et un peu bizarre de notre ville, ces aspects-là. Quand j'étais enfant, c'était un peu une source de honte, effectivement, que la ville soit aussi pleine de dingue, mais aujourd'hui c'est quelque chose qu'on assume beaucoup plus en fait et qui presque est devenu cool. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qu'on s'est complètement réapproprié et personne n'a le droit de se moquer de nous. Nous par contre on a le droit. Justement, je crois qu'on explore tous avec beaucoup d'humour cette partie-là de l'histoire de notre ville. Mais il y avait des autocollants de pare-choc qui disaient Baltimore, la meilleure ville du monde. Ça me semble quand même un peu usurpé. Enfin, je pense qu'ils sont jamais allés à Paris. Mais par contre, je pense que ce serait une bonne idée d'avoir un autocollant The Wire, c'est toujours comme ça. C'est fou parce que finalement, ce que vous dites, c'est qu'on dirait qu'à l'état d'une ville, c'est exactement ce qui s'est passé à l'état d'un mot, un mot comme le mot queer, qui commence comme une injure et comme une honte, et qui revient sous forme d'une fierté, mais c'est à l'état de la ville. Donc comme si, indépendamment même de John Waters, il y avait une queeritude, je sais pas comment, de Baltimore. It's the same thing I did in movies. When Johnny Depp, when we made Crybaby, he was the height of his teen idol years. And he said, I hate this. I said, make a movie with us, we'll kill that. Tracy Lords, Escaping Porn, she played a bad girl. Patricia Hearst, who wants to be a famous kidnap victim? She made a movie, then she signed an autograph. We took what they use against us and take us back. I called my poems trash epics. And the critics used to say, how dare you beat us to the typewriter? And that's what happens. If you take what they use against you and embrace it and exaggerate it and turn it into a style, you own it. And it changes everything around. It's political. It's political. It's warfare. Yeah. En fait, c'est la même chose avec le cinéma. En fait, lui, il était vraiment au sommet de sa gloire de jeune adolescent, de jeune premier adolescent. Et il m'a dit, mais je déteste ça. Je lui ai dit, viens, on va faire un film, tu vas voir, ça va changer. Patricia Hearst, l'héritière qui l'appelle, elle n'a pas envie de ça non plus. Elle fait un film et ça a complètement aussi changé le regard. C'est moi qui ai inventé l'idée d'épopée trash, en fait, qui a inventé ce qualificatif pour mes films. Les journalistes étaient outrés que j'ai osé les devancer et les battre à leur propre jeu. Et justement, en fait, quand vous vous appropriez ce que les autres disent contre vous et que vous en faites un style et que vous en faites quelque chose que vous revendiquez, c'est là que ça devient politique, en fait. Ça devient carrément même une arme de guerre. C'est là où on peut retourner, peut-être, je crois qu'on va ensuite il va y avoir des questions, qu'on peut retourner ce qui a pu être décrit comme, je citerai, je sais pas, Michel Foucault par exemple, comme une sorte de première cellule de l'oppression qui serait la famille, en quelque chose de beau et même de tendre, ce qui est d'ailleurs le mouvement du livre, hein, le mouvement de votre livre. Alors moi je suis toujours assez touchée, je dois dire, quand je vous entends évoquer vos parents. Enfin, ça me touche parce que je trouve que c'est assez génial, des parents qui font construire quand vous aviez 8 ans apparemment une scène de théâtre, une grand-mère qui offre une caméra. Je trouve qu'il y a un truc
d'une bienveillance, disons, et d'une intelligence, disons, émotionnelle et une intelligence très grande. Enfin, ça, c'est pas gagné pour tout le monde, mais il y a cette idée, effectivement, de refaire famille, hein, après le long trajet qui est souvent, pour beaucoup, plutôt un trajet de sortie d'une domination, d'une humiliation, de l'oppression. Et on le voit dans le film aussi, c'est-à-dire dans le livre, pardon, dans votre roman. Alors, je ne vais pas tout dévoiler, mais c'est vrai que la manière, cette sorte de happy ending, qui pour moi n'est pas du tout pour le coup ironique, parce que c'est pas dans ce sens-là d'ailleurs que je l'employais, mais que je trouvais extrêmement touchant, la manière dont finalement, bon, je ne raconterai pas la fin et disons, je dirais simplement, pour le dire en des termes un peu abstraits, mais qui sont ceux du roman, comment Marsha, dont on a beaucoup parlé, moi je l'adore, hein, Marsha, vous l'aurez compris, mais comment Marsha, finalement, qui est pas si différente, à mon avis, des personnages d'Anne Tyler, que j'ai beaucoup pratiqué, c'est-à-dire, au fond, une femme qui comme dirait Almodovar, qui est au bord de la crise de nerfs, quoi. Elle craque, quoi. Mais bon, est-ce que toute femme n'a pas des raisons, 1 million de raisons par jour de craquer? Probablement oui. Donc, où est-ce que j'allais là vers ma question? Oui, les mensonges et la vérité. Voilà, ce moment où quelque chose qui a à voir, et alors là, j'avais pas du tout pensé à ça en le disant, mais au fond, c'est très très proche de ce que disait Michel Foucault, ce moment où la sexualité, qui est sans aucun doute une des modes d'expression pour chaque être humain de sa vérité à lui, va la libérer du mensonge à la Marnie. D'ailleurs, c'est la même histoire que Marnie, parce que Marnie, la Marnie d'Hitchcock, si elle n'a pas accès à la vérité, c'est aussi parce qu'elle n'a pas accès à la sexualité. Et à sa sexualité à elle, il ne s'agit pas de parler de la sexualité en général, je ne sais pas ce que c'est et ça ne m'intéresse pas. Mais ça, c'est très beau à la fin du livre. Thank you. I wish my parents were alive to hear you say that. I was lucky. And then people can hear us. Yeah, you do? Well, I read a thing that was so depressing in a novel recently. Joy Williams said, "The dead forget you quickly." Oh. And can love make the dead better? I don't know. Or can you really hurt the dead? These are all questions I don't know. But I was lucky. My parents were horrified by those movies, believe me. And they had, what parent wouldn't be horrified their child made Pink Flamingos? Even today, really. They produisait, they produced them. Yeah, they gave me the money. They never saw it. I paid them back. I paid them back with interest. But my mother, they would say things like my father, after a Dirty Shame, said, "It was funny, but I hope I never see it again." And my mother said, "Oh, what's this one about?" I said, "Sex addict." She said, "Oh, maybe we'll die first." And another time, after she had to watch Female Trouble way later, she said, "Gator." She said, that character, she said, "Is that the kind of man you find attractive?" And I lied and said no. Alors j'aimerais bien que mes parents soient encore en vie pour entendre ce que vous venez de dire, mais vous demandiez donc si les morts nous entendaient. Moi j'ai lu récemment dans un roman, ça m'a déprimé que les morts nous oubliaient très rapidement. Mais c'est une vraie question. Est-ce que notre amour peut faire du bien aux morts? Est-ce que on peut encore blesser les morts? Est-ce que c'est possible? Ce sont des questions ouvertes. En tout cas, mes parents étaient assez horrifiés par mes films. Quels parents ne seraient pas horrifiés par Pink Flamingo? Ils ont effectivement financé mes films, mais je les ai... ça ne veut pas dire qu'ils les gardaient pour autant. Ils m'ont donné l'argent et je leur ai remboursé avec intérêt. Mon père, la première fois qu'il a vu un de mes films, m'a dit « Oui, c'est drôle, mais j'espère ne jamais avoir besoin de le re-regarder. » Ma mère, à propos de mes personnages d'accro, quand je lui ai expliqué que mon prochain film allait parler d'accro au sexe, a dit « Ah, peut-être qu'on mourra avant qu'il sorte. » Et quand elle a été finalement obligée de regarder Film and Trouble beaucoup plus tard, elle a dit à propos du personnage, elle m'a demandé « Est-ce que c'est le genre d'homme qui t'attire ?» Et je lui ai menti en répondant que non, pas du tout. Peut-être il est temps j'ai aucune notion du temps, mais je pense qu'il est temps que ceux qui veulent poser des questions, oui carrément, puissent vous poser quelques questions. Don't be shy.
You can just yell it out. Criez vos questions. It's a bit, yeah. Anyway, est-ce que je peux la poser en anglais? Okay, so for context, I'm a grad student and I'm working on queer horror in my dissertation. I was wondering if you considered your films, specifically Pink Flamingos and Female Trouble, as horror movies or horror adjacent, and if you thought there was a certain kind of power in portraying oneself as a monster or as a completely despicable character who does horrible, unforgivable things. You talked about making feel-bad movies, feel-bad books, and if you thought there was a certain vicarious liberating power in making horrible, horrible stories about your own community, things that maybe go completely against a certain assimilationist tendency that we have, especially today. And another question, maybe aside to that, if you thought there was any future in camp. You said that Trump killed bad taste, and we see today, I mean, with DeSantis and horrible, horrible things happening in America politically. And generally, with how ironic everything is today in media, how people don't take themselves seriously anymore, do you think we can do camp, or has it become too mainstream to actually be interesting? I couldn't hear it very well, so were you saying, can you simplify it? Vous pouvez simplifier, peut-être répéter votre question. Je l'avais en français, je peux peut-être simplement la refaire en anglais. Oui. Peut-être plus sur la deuxième question qui est plus générale. Vous aviez parlé du fait que Trump ait tué le mauvais goût et que maintenant le mauvais goût ne sera plus jamais drôle. Est-ce que vous pensez qu'il y a un futur pour l'esthétique et le mouvement camp, ou est-ce que maintenant voilà. So camp, to be honest, camp to me is a word I haven't used in 40 years. It sounds like a gay old man in an antique shop talking about Rita Hayworth. I think camp became trash. Trash became filth, which was more punk. And now it's just humor. I think humor all over the world has gotten much darker, much more willing to laugh at themselves, and sometimes things are so terrible, all you can do is make a joke out of it. And maybe that's healthy. Maybe that's, because I'm an optimist. I believe things are going to get better, even when they don't seem like they are. So I think that camp is kind of old-fashioned. I think if you mean everybody gets a drag every day as somebody, as something. So I'm thinking costumes. I think fashion is very important. It's political too. And the most shocking thing in America now, it's not camp, it's not trash, it's not filth, how badly dressed people are on airplanes. And I have these little cards that say, nice outfit, which you just give to people, but you get beat up. You can't do it. You have to wait till when they go to the bathroom on the plane and just quickly leave it on their seat. And then don't ever look over there again. But you really can't wear dirty, cut-off t-shirts and pajama bottoms on airplanes. And you see that in America now. And I finally found something that enrages me, really. Get the fuck dressed. Le mot camp, en fait, je ne l'ai pas utilisé, je crois, depuis 40 ans. Pour moi, c'est un peu un mot de vieille homosexuelle qui parle de Rita Hayworth dans un magasin d'antiquité. Je crois qu'après camp, on a parlé de trash, puis ensuite on a parlé de filth, de salace ou sale.
Et parce que c'était plus punk, et aujourd'hui en fait on parle tout simplement d'humour, parce que l'humour est de plus en plus sombre, il est de plus en plus justement, on se moque de plus en plus de nous-mêmes, sans doute parce que quand il se passe des choses terribles, il n'y a pas d'autre solution que d'en plaisanter, et c'est même plutôt sain. Moi je suis fondamentalement féministe et je pense qu'il faut continuer à rire des choses et que les choses peuvent s'améliorer même si ça n'a pas l'air. Donc pour moi l'idée du camp c'est quand même quelque chose d'assez old school. Aujourd'hui pour moi par contre l'enjeu de la mode, l'enjeu du costume, de la tenue, de la façon dont on s'habille, ça c'est éminemment politique. Et aujourd'hui, pour moi, ce qui me scandalise réellement, c'est à quel point les gens s'habillent mal pour prendre l'avion. Ils s'habillent n'importe comment. J'ai des petites cartes, jolies tenues, que je donne aux gens pour qu'ils me tapent pas dessus. J'attends qu'ils aillent aux toilettes et je les glisse sur leur siège. En général, ils refusent de croiser mon regard après. Mais c'est aujourd'hui, en Amérique, dans les avions, on voit des gens en pyjama sale et en t-shirt troué. Et je crois que j'ai enfin trouvé quelque chose qui me scandalise. Allez vous habiller, mon marchand. I do think that what's interesting is what is camp in every country and how does it relate. So today I was thinking what I really want is the French remake of all my movies. And I think what that should be is Isabelle Huppert as Serial Mom. This is even better. Pink Flamingos with Beatrice Dahl as Divine. Gerard Depardieu as Edith. And I guess Louis Garrel as Cecil B. Demented, kidnapping Catherine Deneuve. That would be exciting. So I think all my films could be cross-referenced and done here. And each director, I'd like to be a French director and reinvent my movies. Now, in America, that happens so badly. They ruin foreign films by making bad American remakes. So I want it to be the other way around. I want the French to make good remakes of my movies. C'est de savoir ce qui définit le camp dans chaque pays. Et en fait, ce que j'adorerais voir, ce sont des remakes français de tous les films. Donc par exemple, Serial Moza, Serial Mom en français, ça pourrait être avec Isabelle Huppert. On pourrait avoir dans Pink Flamingo Béatrice Dalle dans le rôle de Divine, et puis Gérard Depardieu dans celui d'Edith. Et puis dans Cécile B. des Mathilde, pardon, on pourrait avoir Louis Garrel qui kidnappe Deneuve. J'aimerais beaucoup l'idée de voir chacun de mes films refait ici par un réalisateur français avec un regard français. C'est quelque chose que les Américains ont justement très très mal fait. On a fait un tas de remakes de films étrangers qu'on a complètement massacrés. Je serais très intéressée de voir des bons remakes français de mes films, moi. Bonsoir, merci à vous tous. Et bon, je vais vous poser la question en anglais, si ça ne dérange pas. Thanks so much for being here. It's amazing to see Baltimore royalty in Paris, as someone born and bred in Baltimore. Vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, je vous entends assez mal sur cette Oui. Thank you for being here. Yeah, Baltimore. I was wondering if you could talk a little bit about how you see the future of Baltimore, because I remember growing up in the early 2000s, there was a lot of really promising stuff that happened on the music scene, on the art scene, and when I go back home nowadays, I mean, my best friend works at the BMA and she's got lots of horror stories. I don't feel like the trajectory is necessarily going in the right direction, and I'm wondering. Well, you know, I think with COVID, every city, the only positive thing I can say is in America now, every city is like Baltimore after COVID. People say in Baltimore, I couldn't tell the difference. Baltimore is still cheap to live in, so there can be a bohemia. There is a bohemia there still. Kids can live there cheaply together and start an art scene. There's a great music scene there, Beach House, Future Islands, Dan Deacon, and they stay in Baltimore. What I think is the best thing when I was young, you had to go to New York, you had to go to LA if you wanted to see movies or do anything. That's not true anymore. You can stay wherever you're born in America and participate. So stay there and make your city better. That's the thing I think that should happen. So Baltimore does not have an inferiority complex about itself anymore. I think we should embrace it
People think we're the murder capital of America. We're not. We're number 4. So I think we should have bumper stickers saying, there's 3 worse places. I think we just need to have a sense of humor about it. So come back again. The problem is, people don't leave their own neighborhoods in Baltimore, which makes for great local color and racism. Because if you travel, you cannot be a racist. If you never leave your neighborhood, you're scared of everything, and you become a racist. So travel is the key to, but what are you going to do? Send somebody for a hate crime to a trip around the world? I mean, that's a problem too. But travel is the cure for racism. Alors, la question portait sur l'avenir de bâtiments. Alors, ce qui est bien avec le Covid, c'est peut-être le seul point positif, c'est qu'aujourd'hui, toutes les villes américaines ressemblent à Baltimore. Baltimore reste néanmoins peu cher, donc c'est un endroit où effectivement les jeunes peuvent s'installer, peuvent vivre ensemble, peuvent se lancer dans les arts. On a une super scène musicale, on a effectivement une scène artistique. Et puis aussi, contrairement à l'époque où moi j'étais jeune, où il fallait absolument aller à New York, à Los Angeles, si vous voulez se lancer par exemple dans le cinéma ou même juste voir les films, aujourd'hui vous pouvez rester dans la ville d'où vous venez et vous pouvez participer à tout ça. Donc restez à Baltimore justement pour participer à tout ça et pour participer à cet avenir de Baltimore et améliorer la ville. Je pense qu'on peut se débarrasser de notre complexe d'infériorité et assumer vraiment notre culture locale. Les gens croient que c'est la capitale du meurtre, c'est la ville où on tue le plus Baltimore, mais c'est faux, en fait on est numéro 4. Donc là aussi je pense qu'on peut faire un sticker, un autocollant pour les pare-chocs pour dire il y a 3 endroits pires qu'ici. Et le problème après, c'est que les gens, en général, à Baltimore ne sortent pas de leur quartier, ne voyagent pas beaucoup. Donc ça donne des choses qui sont très couleur locale, très pittoresques, mais par contre, ça donne aussi énormément de racisme. Le voyage est absolument nécessaire et le remède contre le racisme. Merci. Merci. Thank you for this conversation. Can you hear me? Yes. Okay. I wanted to ask about stand-up, because you're not just a great comedy writer, but you're also a great performer, and you've done some stand-up yourself. I don't know if you call it stand-up, but yeah, it's kind of stand-up. I do want to do my show in Paris, but you should. I can help you out. No, I do a 70-minute monologue called The End of the World. And I just did it in Budapest, I did it in Vienna, I did it in Poland, and I did it in English. And it's amazing to me, the people, because I am so amazed that you all can speak so many different languages. I feel like the stupidest American artist. We can't even speak English. So, but in France, I have tried to do a tour, and it's very hard. They say the language is still the biggest issue, that it won't work. So, I don't know, that could be true. You can't do a stand-up act and have somebody sit here and translate that. I talk real fast. So, to me, I would love to come here. I did it, the best things happened. I was in Poland doing it. And this old man stood up in the questions that looked like Nikita Khrushchev, like a really 80-year-old communist, right? And he said, I lived here when it was a fully communist country, and we got a pirate tape of Crybaby. And then everybody thought, what's he going to say? And he said, but when I saw Willem Dafoe slap Johnny Depp on the ass, I knew I was gay. The whole audience went crazy because you thought, this is amazing. How do these people even know who I am? How do they see these movies? So it really is inspiring to me. Really, that kind of thing, to go to different countries and do these shows, and it really proves that bad taste is international. It's some people paid me money to scratch and sniff and smell a fart all over the world. Okay, I have a question that is more precise. I wanted to know were you influenced as a kid growing up by stand-up? If you were, and then maybe later, some comedians were influenced by you and they told you that. If they're... Well, I don't know. Growing up, my biggest influences were villains in Disney movies. And then later, I would say, William Castle, who made all the movies with gimmicks,
buzzers went off under the seat. And then underground movies, Genet's movie, and Andy Warhol's and the Kuchar brothers. And then foreign films like Ingmar Bergman. I used to take Divine on LSD. We'd see Bergman. We were the only people that would go see Bergman movies on LSD. And so all these things I put together and tried to come up with a new sensibility of making exploitation films for art theaters. The comedy tour started because we used to go to colleges and I didn't have any money for advertising. So I would come out and say, ladies and gentlemen, the most beautiful woman in the world. And Divine would come out, throw dead fish in the audience. And then I would hire two hippies, and we had a stolen police uniforms and a short-haired wig. And they'd come out and pretend to arrest Divine. And Divine would strangle them, and then they'd drop dead, and the hippies would cheer, and the show would start. That was our vaudeville act. That's how the comedy show began. Alors, la question portait sur le stand-up et sur la possibilité de faire un spectacle ici en France. Effectivement, j'ai en ce moment un monologue de 70 minutes qui s'appelle La fin du monde, que je viens de jouer à Budapest, à Vienne, en Pologne, que je joue en anglais. C'est parce que c'est incroyable pour moi de voir justement que vous parlez d'autres langues. Nous, les Américains, on parle même pas vraiment très très bien anglais. Mais en France, malgré tout, ça reste un des problèmes. On a essayé de faire tourner le spectacle ici et évidemment on ne peut pas le faire comme ça avec une traduction, ce serait absurde. Et donc ça reste pour l'instant un des freins pour la France. Mais je l'ai joué en Pologne et un des moments les plus magiques que j'ai vécu, c'est le moment où ce très vieil homme qui doit avoir 80 ans, qui ressemblait à Nikita Khrouchtchev et qui était dans la salle, s'est levé pour prendre la parole et il m'a dit « J'ai vu Cry Baby il y a bien longtemps grâce à une copie pirate ». Et le moment où j'ai vu William Dafoe asséner une claque sur le cul de Johnny Depp et le moment où j'ai compris que j'étais gay, ce à quoi personne ne s'attendait dans la salle et tout le monde est devenu complètement dingue. Et c'est ça aussi qui est génial dans ces moments de spectacle. Je suis toujours épatée que ces gens sachent qui je suis et viennent à ces moments-là. Donc c'est aussi très inspirant pour moi de tourner dans différents pays. Encore une fois, ça prouve aussi le caractère complètement international du mauvais goût. Sur la question plus largement des influences que j'ai pu avoir justement dans ce rapport au spectacle comique et au monologue sur scène. Moi j'ai été principalement influencée par les méchants Disney, par les films à gimmick aussi de William Castle par exemple avec le fantôme dans le placard, ce genre de choses, par les films plus underground, à la Warhol, etc. Et aussi par les films étrangers comme Bergman, qu'on était les seuls à aller voir avec Divine quand on allait au cinéma. Et c'est vraiment tout ça que j'ai mélangé pour forger la sensibilité qui donne lieu à mes spectacles sur scène et à cette forme de comédie particulière. Mais ça a aussi commencé parce qu'on faisait la tournée des facs et on n'avait pas tellement d'argent en fait pour faire la publicité ou ce qu'il y avait autour de notre spectacle. Et donc ce qu'on a commencé à faire, c'est que j'arrivais et je présentais la plus belle femme du monde et Divine montait sur scène et balançait des poissons morts dans les amphis et on engageait deux hippies qu'on déguisait en flics et qui étaient censés l'arrêter et puis se mettaient à les étrangler et puis finalement c'était le moment où tout le monde était en plomb et le spectacle commençait. C'était un peu notre première partie vaudeville, voilà, qui est notre petit numéro de vaudeville qu'on a monté justement parce qu'on n'avait pas les moyens de faire autrement. I think we got the word for two more questions, and I'm going to give short answers. Okay. Question encore et des réponses courtes. Alors moi j'ai lu votre bio, et même la première, qui n'est plus rééditée d'ailleurs en France. Et j'avais cru comprendre que c'était la country music qui vous avait fait gay. Et j'ai cru comprendre aussi qu'il n'y aurait plus, c'est ce qu'il a dit, et aussi j'avais cru comprendre que vous ne feriez plus jamais de cinéma. Donc je suis content d'apprendre que vous allez en refaire. Et si vous fallait des vraies stars bien trash, est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes? Moi j'adore par exemple un drag terroriste qui s'appelle Christine. Nous en France on a un mec qui s'appelle Costes, qui est un peu un dada. Est-ce que vous pouvez nous dire où il faut qu'on cherche des vrais freaks version 21e siècle? Oh, well, I'm not going to tell you who's going to be in Loudermouth because I can't, but I know who I want to be in.
Let me get back to me. It wasn't all country music. It was Elvis who made me gay. You know, when I first saw Elvis, I thought, oh my God, what is that? So I knew something was wrong, you know, down there. But it made me happy. It wasn't a trauma. And then what was the next question? That was pretty much it? Yeah. Country music still I like, you know. I like all kinds of music. And I use music in my films like a narrator. It tells the story. It goes through it. Whenever you see a movie and there's suddenly a lot of narration, that means they had a test screening and people didn't understand the plot. So they have to put in a narration. So I try to put music in to help me before that happens. Alors je ne vous dirai pas qui jouera dans Sale Menteuse, même si j'ai bien des idées sur les personnages que je verrai. Mais en tout cas, pour revenir à la première question par rapport à la country qui m'aurait fait gay, c'est pas toute la country, c'est Elvis en particulier. C'est la première fois que je l'ai vu et que vraiment je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça, et que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas mais qui me rendait très heureux en même temps. Et j'aime toujours énormément la musique country que j'utilise aussi dans mes films. Et pour moi, la musique est une forme de narration aussi en fait dans les films. C'est vraiment quelque chose que j'utilise aussi dans la narration. En général, si vous voyez un film et qu'il y a une voix de narration qui vous raconte à un moment donné ce qui est en train de se passer, c'est souvent parce qu'ils ont fait une projection test et que les gens ne comprenaient rien à l'histoire, qu'ils ont été obligés de la rajouter. Moi, j'essaie justement d'utiliser la musique en amont de la projection test pour éviter ça. Should we have the book signing? Good. Thank you very much. Thank you. So intellectual in the best sense of the word. Thank you very much. I'll see you at the signing. Ah oui, quand même. Elle a raconté, j'ai l'impression que c'est marrant, hein, de quoi tu parles de quoi? Le livre, ok, ouais. Ouais. Bah oui, ça paraît un truc que je suis sûre de lire en fait. Non, oui,